Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons consacrer un épisode sur le métier de réparateur cycle et réparateur de vélo. Pour ça, une nouvelle fois dans la capsule Dans l'atelier, on a la chance d'accueillir JP avec nous. Bonjour JP. Bonjour Arnaud. Bienvenue sur le podcast et c'était important pour moi après la saison 1, la saison 2 où on parle justement des différents aspects techniques du vélo. On reçoit, toi et également je reçois parfois des questions sur comment réparer son vélo, comment devenir réparateur de cycle. On s'est dit que ça serait une bonne idée de consacrer un épisode sur ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire JP sur le métier de réparateur, de mécanicien de cyclisme de vélo et comment pour les gens qui nous écoutent, qui souhaiteraient se réorienter ou tout simplement axer leur futur professionnel dans cette branche, comment s'y prendre? Eh bien, je ne sais pas toi, mais les quelques questions que j'ai eues là-dessus étaient principalement des cas de reconversion d'ailleurs. Donc, exactement, tout à fait. Donc toi pareil. Oui, tout à fait. Donc effectivement, les gens, il y a tout l'aspect de rêve et de liberté qui va avec le vélo et ce que le vélo véhicule comme image. Et donc c'est des choix de reconversion. Et puis peut-être aussi du nombre de vélos qui s'entassent devant un magasin, justement. Très clairement, c'est un goulot d'étranglement. Donc les gens se disent qu'il va y avoir du vélo, il y a plein de vélos, il va y avoir du travail, pardon. Comme toujours, il y a deux voies. Il y a une voie, on va dire, officielle et conventionnelle qui passe par le biais d'une formation qualifiante, certifiante. Et puis il y a la voie de l'autodidacte, qui est celle que moi j'ai choisie. Mais peut-être basé aussi sur des formations qui peuvent se rapprocher, en tout cas sur l'aspect mécanique, mais j'y reviendrai. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ce qu'on peut dire en introduction, c'est que pour exercer la profession de réparateur ou de mécanicien cycle... Quand tu dis exercer, c'est avoir ton propre business. Exercer, avoir son propre business, ouais. Ou bien être employé par quelqu'un. Le CQP n'est plus formellement obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Ça a à l'époque provoqué un certain tollé de la part des instances officielles de la défense du vélo, etc. On a dit mais on déprécie beaucoup le métier, les gens vont avoir peur, on met quand même des gens qui vont rouler vite sur la route avec des vélos, etc. Mais bon, toujours est-il que c'est passé, c'est comme ça depuis le 1er janvier 2016. Pour exercer l'activité, tu n'as plus besoin d'avoir le CQP. Tu peux exercer de manière autodidacte. Donc demain, si moi je décide d'ouvrir un magasin de réparation de cycles, tu peux le faire. Je peux le faire. Voilà, d'un point de vue légal, tu as le droit de le faire. Par contre, est-ce que ton assureur va t'assurer ? L'assureur, c'est le côté légal. Te dit, tu n'as pas besoin de formation, mais tu as besoin d'être assuré. Pour être assuré, il faut... Pas forcément. Non. Bon, ça n'arrivera pas, je précise que ça n'arrivera pas, c'était vraiment un cas de figure. Non, mais c'est un dialogue. Ton assureur peut très bien te demander soit d'avoir... il peut exiger, lui, c'est pas un côté légal, mais c'est un côté de relation contractuelle de ton assureur. Il peut te dire, moi je veux que tu aies tel CQP, ou il peut même te dire, pourquoi pas, j'ai une convention avec telle école, je veux que tu passes ton truc là-bas. Ou alors il peut exiger que tu fasses preuve que tu démontres une expérience de la pratique. Ou bien il peut juste te faire confiance parce que ça fait longtemps que tu travailles avec le même assureur sur plusieurs business et qu'il sait que tu vas faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien pour lui. Il assure un risque. Et donc voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il existe déjà sur la partie qualifiante, ce qu'on dit le CQP est plus obligatoire, c'est le diplôme le plus connu dans le domaine du cycle. Donc, il y a plusieurs formations qui existent CQP, aujourd'hui. certificat de qualification professionnelle, comme ça on a balayé l'acronyme dès le départ. Donc, pour ce qui est... donc t'en as plusieurs. Tu as le CQP technicien cycle, qui est le plus commun, on va dire. Tu as le CQP monteur-vendeur cycle et le CQP maintenance de véhicule option cycle. Voilà. Et puis après, c'est toi qui as fait le boulot, tu nous as trouvé un brevet professionnel MCI qui est à la cheval sur le cycle et le motocycle.
Voilà. Donc ça, c'est des durées de quelqu'un qui nous écoute, qui est en pleine réorientation professionnelle. C'est quelques mois. C'est la durée. C'est-à-dire est-ce qu'on doit se projeter dans un cycle qui est plutôt moyen long terme, donc ça va pas se faire dans les 6 mois, ou est-ce que ça peut être rapide? Alors de mémoire, j'ai plus en tête, on peut rechercher en même temps, mais je crois que c'est parce que il y a la formation en tant que telle, et puis après il y a un stage qui fait partie aussi du cursus, mais je crois que globalement ça s'étend sur quelque chose de 6 à 8 mois, je dirais, grand maximum. Oui, c'est ça, effectivement. Tu dois valider en fait. C'est ça, par un stage. Valider, ouais, tout à fait. C'est un stage qui va valider ta formation. Voilà. Donc ça, c'est les options. Alors très clairement, aujourd'hui, si vous êtes en cours de réorientation, ou si vous êtes donc pour trouver un travail chez quelqu'un, ou si vous êtes en cours de réorientation pour monter votre business, le fait de passer par la formation conventionnelle type CQP peut être un avantage, non pas simplement du point de vue du contenu de la formation, mais avoir ça donne patte blanche pour quelqu'un qui va effectivement t'assurer ou t'embaucher. Il sait qu'au moins les bases sont acquises. Voilà. Donc ça reste, je pense, intéressant. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, les gens avec qui j'ai échangé sont rentrés dans ce processus-là. Et ça leur a servi puisqu'ils ont pu créer le business qu'ils voulaient ou ils ont pu être embauchés. Ça va être ma question. Voilà. Ma question, ça va être les gens qui se lancent dans ces formations-là et avec lesquels tu peux avoir des contacts. C'est pour se lancer à titre, pour ouvrir leur propre business, ou c'est pour être dans ce métier-là sans pour autant être leur propre patron? Il y a les deux. Tu vois, j'ai eu les deux. Donc j'ai 3 personnes là tout de suite en tête, dont 2 qui ont fait la formation et qui ont été embauchés, et une autre personne qui a créé sa boutique. Voilà. Après la formation. Très clairement, pour avoir une autre casquette sur l'accompagnement des porteurs de projets, les chefs d'entreprise, etc., si demain vous ouvrez un business dédié au cycle, ce qui peut être le point d'achoppement ou le point le plus délicat, c'est pas du tout le CQP cycle, c'est le CQP, comment je gère mon business, quoi, hein, vraiment, voilà. Donc il y a une part plus importante parce qu'il ne suffit pas de savoir assembler un vélo ou réparer un vélo. Pour être un chef d'entreprise, il faut savoir faire une compta, savoir développer commercialement, savoir manager si on a des salariés. Effectivement, c'est d'autant plus complexe que juste réparer un vélo. La mécanique dans le domaine du cycle est une mécanique assez simple d'accès, in fine. C'est plus simple qu'une automobile ou qu'une motocyclette. En tout cas, c'est mon appréciation de la chose. Ça ne veut pas dire qu'on est moins qualifié. C'est-à-dire que c'est plus simple d'accès. Et ce, malgré ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les évolutions techniques, toute cette intégration, l'arrivée de l'électronique et de l'électricité, etc. Je vais revenir là-dessus parce que si un CQP donne des bases, après, rien ne remplace l'expérience. Et puis, il y a aussi tout un tas de compléments de formation qu'on peut aller chercher chez des fabricants. Voilà. Et cette formation, justement, donc, l'objectif du CQP de technicien cycle, c'est justement de permettre à la personne d'assurer la réparation, l'entretien, la maintenance. Mais le contenu de la formation, ça fonctionne comment? Donc, on a ce stage qui valide, mais c'est quoi? C'est que de la théorie? Non, il y a de la pratique, il y a clairement de la pratique. Alors ça passe. Il y a un tronc commun que tous les établissements pour délivrer le CQP doivent avoir. Après, la praticité et la façon dont sont données les heures d'enseignement, les cours, peut varier d'un organisme à l'autre. Mais si vous passez un CQP, vous saurez rayonner une rue, monter des pneus, assembler des assemblages filetés au couple, refaire des filetages, enfin, tout ce qui compose le 90% de ce que vous verrez passer dans un atelier cycle. Après, vous sortirez pas d'un CQP en étant expert de la suspension, par exemple. C'est pour ça qu'il y a aussi des métiers annexes. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit, il y a certaines spécialisations où vous avez des ateliers cycle, des réparateurs vélos, qui vont avoir une forte prédisposition à faire tout ce qui est préparation de suspension, entretien de suspension, refaire tous les joints, les vidanges, etc. Adapter la suspension au pilote ou au pilotage pour les plus sportifs d'entre nous. Donc vous avez des gens qui vont avoir cette casquette-là, même souvent localement. Vous avez des magasins qui vont vous prendre votre vélo et ils vont faire partir amortisseurs et fourches chez le confrère d'à côté qui est spécialisé. Les monteurs de roues, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que a priori, tout le monde qui est équipé correctement d'un cerveau et de 2 bras et d'une 20aine de doigts au total, si on compte les doigts de pied pour bien être posé devant son établi, va savoir monter une roue. Mais quelqu'un qui va faire de la spécialisation et faire de l'assemblage de roues, du montage de roues toute la journée va être plus efficient
Voilà, il va avoir exactement tous les outils bien calibrés au bon endroit. Donc il y a un peu de spécialisation. Et c'est pour ça que après, par goût ou par volonté de spécialisation pour un marché local, on peut aller renforcer telle ou telle partie de sa formation et de ses compétences. Et ça peut être, je parlais des suspensions, vous avez des marques comme Fox, par exemple, qui vont vous accueillir X jours pour vous donner une formation spécifique à leurs produits, sur lequel vous allez forcément retirer aussi une expertise qui va vous pouvoir servir sur des produits de marques concurrentes. Vous avez des marques de roues qui vous accueillent, qui accueillent des techniciens. Moi, je connais des gens qui sont allés passer 2-3 jours d'affilée dans un centre de formation dédié d'une marque de roues et qui leur montre comment c'est fabriqué chez eux, comment ils vont pouvoir assurer la maintenance, etc. L'idéal, c'est quoi? C'est de faire ce CQP et d'ensuite d'aller faire des formations spécialisées, justement, sur du rayonnage, sur d'autres choses. Moi, c'est très difficile pour moi de dire ce qu'est l'idéal. Moi, je me suis formé tout seul parce que mon business est basé sur plutôt le montage de vélo neuf, le montage à la carte. Je fais de la réparation sans que ça soit mon cœur de business absolu. J'en fais et je fais ce qui passe et je m'adapte. Voilà. Je fais pas de suspension, par exemple. Mais on a un autre JP localement qui est bon sur la suspension et qui récupère ces gens-là. Quelqu'un qui n'a pas de notion de mécanique du tout et qui est en reconversion, qui se dit moi je suis un cycliste, je fais du vélo, mais je suis pas mécano, mais demain je vais travailler dans le vélo, je vais faire un CQP puis je vais me faire embaucher. Je pense que c'est bien parce qu'il va balayer tout un tas de sujets, notamment de choses qu'il n'aurait pas eu l'idée d'aller regarder. Quelqu'un qui fait du vélo de route tous les dimanches matins et qui se lance pour se reconvertir en mécanicien, s'est pas posé la question de savoir comment on démontait un pignon 8 vitesses qui a 20 ans et qui a jamais été démonté, ou comment on enlève un boîtier axe carré, quel est l'outil adapté, comment on va dégripper, comment on va redresser à froid un cadre en acier qui a été accidenté, ou des choses comme ça. Donc aller faire une formation au moins sur la base, ça peut beaucoup aider. Après, c'est des choses qu'on peut aussi apprendre sur le tas. Qu'on ait fait une formation ou pas, de toute manière, la variété de ce qui peut arriver dans un atelier est telle que rien ne remplace la pratique et l'expertise. Voilà, alors et l'expérience, pardon. C'est échouer, se poser des questions qui, des fois, c'est pas très rentable. C'est pour ça aussi que soit on est salarié, soit on est entrepreneur, mais des fois, on va se casser la tête sur un vélo et c'est tout le... Si je peux donner un avis sur ce métier, notamment sur les tarifs qui sont sur le marché aujourd'hui de praticiens cycles, pour moi, on sous-évalue la valeur ajoutée des mécanos cycles. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de métier de mécanique où le taux horaire est aussi faible que dans le vélo. Alors que c'est un véhicule, comme une moto, comme une voiture, et que, grosso modo, même si c'est plus facile d'accès et qu'il y a moins d'électronique ou moins de pièces en mouvement, moins de petites pièces, les aspects de sécurité sont assez comparables et du coup, je ne sais pas pourquoi une heure de mécanique vélo coûterait moins cher qu'une heure de mécanique automobile. Voilà. Donc, la pratique est indispensable. C'est vraiment, il y a une telle variété de choses entre les vélos anciens et les vélos neufs. C'est quasiment des produits opposés et différents. Les matériaux ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes. L'industrie sort des nouveaux standards qui sont plus standards quelques mois après assez régulièrement. Donc voilà, il faut être souple d'esprit et de corps. Mais c'est riche et intéressant, très clairement. Alors, il y a aussi, là on est sur la deuxième partie, la formation par l'expérience, par les autodidactes. Et il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'associations ou de clubs qui peuvent te permettre, justement, en participant à différents ateliers, de développer tes compétences comme ça. Oui, alors, je voulais dire quand même que si on a zéro base de mécanique du tout, dire qu'on est autodidacte, qu'on va apprendre tout seul pour aller se vendre après sur le marché du travail ou alors monter sa boîte, c'est certainement un peu ambitieux. Après, c'est une question de délai aussi. Par contre, même si on a un CQP, je pense qu'on devient vraiment efficient que quand on a des heures et des heures d'atelier, quand on a vraiment commencé à envisager la variété, qu'on sait trouver la solution adaptée, etc., etc.
Maintenant, pour ce qui s'agit pour la question des ateliers participatifs, c'est au moins une opportunité de tester, d'essayer des choses, souvent de manière encadrée. Donc, c'est pas ce qu'on appelle une vraie formation, mais c'est du transfert d'expérience et de savoir-faire. Donc ça peut permettre aussi toujours bénéfique. De venir se plonger dans le métier, dans le milieu, puis de voir si c'est quelque chose qui peut convenir. Oui, puis en plus, si on fait déjà quelques trucs tout seul, d'aller dans ce genre d'atelier et de se mettre à la disposition des gens qui ont des vélos à réparer, c'est aussi dans un cadre hors du cadre professionnel, de se retrouver confronté à des choses qui vont nous permettre de faire croître notre savoir-faire. Hors de sa zone de confort. Et toi qui es dans le milieu JP, justement, aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'emploi sur tout ce qui est mécanicien cycle, mécanicien vélo? Alors, j'ai pas de statistiques à te donner, Arnaud. Ce que je peux te dire, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui a un atelier de réparation vélo qui ne soit pas débordé aujourd'hui. On a une augmentation nette depuis 3 ans, du parc de vélos en circulation. On a aussi il y a eu une grande qui a été d'ailleurs renforcée ou sponsorisée à coup de subventions. Une grande dynamique de remettre en état des vélos qui n'étaient plus trop utilisés. Alors, je ne sais pas si c'était fait de la bonne façon ou quoi, mais en tout cas, des vélos sont sortis des caves pour essayer de retrouver le goût de la route. Donc, du boulot, il y en a. Voilà, du boulot, il y en a. J'ai toujours un regard un peu circonspect ou critique sur, est-ce que ce boulot est pérenne? Parce que si on ne se fait pas payer le bon tarif pour le travail qu'on fait, et que du coup, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on ne fait pas le travail pour pas générer, pour pas créer une machine à perdre de l'argent. Donc il commence à y avoir, moi ce que je ressens sur le marché, c'est quand même une part de la population qui fait confiance à des professionnels et qui en retour génère un peu d'insatisfaction parce que le travail n'est pas fait à la hauteur de ce qu'on attend. Donc il y a plein de gens qui se lancent aussi de manière à se dire je vais faire l'entretien de mon vélo moi-même. Tu sais que c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. On avait fait en saison 1 d'ailleurs un épisode sur ça, sur comment entretenir son vélo. Ouais, on pourrait en reparler. Je pourrais faire des coups de gueule, des coups de gueule et des coups de cœur à chaque épisode. Mais il y a son lot de surprises. On avait effectivement parlé des entretiens et je peux te dire qu'aujourd'hui, ce que je vois sur les SAV, il y a un bon 90% des SAV, c'est des gens qui ont utilisé de manière un peu trop enthousiaste des dégraissants très puissants et qui posent des problèmes à pas mal de roulements. Voilà. Donc encore une fois, il y a tout, il y a l'évolution des produits et des savoir-faire. Donc je pense qu'il y a une part de do it yourself, j'ai pas trouvé le terme français, mais il y a une part de personnes qui va se mettre un peu plus à son entretien. Il y aura quand même du boulot dans les boutiques. Si les gens développent les qualifications, il va y avoir de la recherche, il y aura du travail de mécanicien. Il y a quelque chose de très local aussi dans l'entretien de son vélo. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'avoir un vélo entretenu, souvent c'est parce que c'est leur moyen de transport. Si c'est leur moyen de transport principal, ça veut dire qu'ils ne vont pas faire 20 km pour aller faire entretenir leur vélo. Donc je pense qu'il y a aussi au format unipersonnel, on va dire, même de micro-entreprise ou quoi, il y a de la potentialité dans tous les territoires ruraux, mais même dans les territoires ruraux en fait. Très clairement, dans la ruralité, il pourrait y avoir un gars qui répare les vélos par village. Je pense qu'il aurait du travail. Voilà. Donc clairement, on peut s'en sortir, on peut vivre de ça. C'est un métier qui est intéressant, il y a du lien humain, le vélo est toujours un prétexte à la discussion et aux relations humaines. Donc, on en a souvent parlé, d'ailleurs c'est ce qui ressort dans les voyages à vélo, quelqu'un qui arrive dans un village, dans une ville avec un vélo, ça lève tout doute, tout soupçon et est généralement toujours très bien accueilli. Oui, voilà. Donc je pense qu'il y a... Le vélo est un vrai vecteur effectivement social. Ouais. Exactement, il y a du potentiel. Et puis moi je crois beaucoup, tu le sais, c'est des discussions qu'on a régulièrement hors antenne, mais j'aime bien pousser l'idée de l'entrepreneuriat indépendant et que chacun soit responsable de soi-même. Et je pense que notamment quand on fait du service comme ça, c'est-à-dire quand on vend de son temps, il y a une vraie possibilité pour développer un business à son échelle, un business humain, sans trop de risques financiers, parce que en réalité, on peut démarrer un atelier de réparation de vélo avec assez peu de moyens, sans avoir recours à des crédits très lourds. C'est ma question suivante, justement. L'outillage de base n'est pas incroyablement cher. Ma question, c'est, demain, je veux me lancer. Un auditeur me dit, moi, je veux me lancer.
Donc certes, il y a les formations ou alors justement l'expérience, donc ça nécessite un petit peu de temps, plus ou moins de temps, tout dépend de la branche que l'on choisit, mais derrière, une fois le moment d'ouvrir ou de se lancer ou de s'équiper, un bon atelier pour toi, c'est quoi ? En fait, il va être un bon mécano, ou un bon mécano. Un bon mécano, c'est celui qui fait le boulot qui est demandé par le client et qui laisse repartir le vélo en état de rouler, en ayant bien averti le client sur les dépenses qu'il va avoir à effectuer, sur comment il doit s'en servir, comment il doit maintenir de son côté pour espacer les entretiens si besoin. Un bon mécano, c'est ça. Un bon mécano, c'est celui dont une fois que le vélo est passé là, on l'ouvre pas 2 semaines après avec un regard hébété de constater que c'est la graisse d'origine du vélo dans le boîtier de pédalier et dans le jeu de direction alors qu'on a payé une révision globale et que voilà, donc c'est ça, c'est quelqu'un qui fait le boulot pour lequel il est payé. Le bon atelier, il est différent. Ça m'arrive de visiter j'ai un métier de distributeur, donc je vais chez des confrères des fois et je vois aussi la façon dont sont organisés les ateliers. Et puis voilà, on est tous différents, on a tous des outils différents, il y a des choses de base avec les standards classiques, mais avec quelques milliers d'euros, on peut démarrer déjà. On peut faire les opérations de maintenance de base, et puis après, on peut faire évoluer aussi la qualité de son matériel. Je veux dire, quand on achète une clé dynamométrique, il y a des clés dynamométriques qui sont accessibles si vous les utilisez une fois par mois ou une fois par semaine et qui vont vous durer quelques temps. Et puis, si on s'en sert 10 fois par jour, tous les jours, il faut opter pour quelque chose d'un peu plus costaud, mais ça peut très bien se faire de manière évolutive. On commence avec un matériel et puis quand on a généré de la trésorerie, on fait évoluer le matériel, on garde en secours le premier. Il n'y a pas besoin de repartir de la banque avec un énorme crédit pour monter un atelier vélo, avec un pied d'atelier, quelques outils de base bien choisis. Il faut s'adapter à sa clientèle locale aussi. Voilà. C'est ce qu'on a plutôt du vélo urbain. Est-ce qu'on a beaucoup d'électrique ? L'électrique, c'est typiquement le genre de maintenance sur lequel on peut avoir confiance sur une marque ou sur un industriel pour updater sa formation. Voilà, aller chez Shimano pour aller faire un cursus sur le système STEPS, aller chez... tout à l'heure, on parlait des suspensions, etc. Donc, et de fait, avec la multiplication également des marques, est-ce que chaque atelier doit avoir plusieurs jeux propres à chaque vélo ? Comment ça se passe dans l'industrie du cycle ? Est-ce qu'il y a des règles, des standards ? Ou est-ce que chaque marque va développer sa propre visserie qui va nécessiter d'investir dans tel ou tel... Non, la visserie ça va être à peu près classique. Les standards, ça va être les standards de boîtier de pédalier et de jeu de direction qui vont différer avec des clés de boîtier de pédalier différentes. C'est quoi ? C'est 2-3 jeux de clés ? Voilà, c'est ça ma question. C'est pas un vélo, une clé. Sur un boîtier de pédalier, ça peut aller à plus que ça. Sur un boîtier de pédalier, on peut imaginer, si je compte aller très rapidement, facilement une dizaine de formats sans sourciller. Et puis, mais maintenant, même les fabricants d'outils ont développé des choses où tu vas changer que le dernier élément pour s'adapter. Donc, tu vas avoir, on va dire, si tu as, une presse à jeu de direction, par exemple, la presse va pas changer, mais ce qui va venir toucher le roulement va être facilement modifiable, etc., etc. Donc, il y a quand même des choses qui évoluent tout le temps. Il faut aussi, quand on choisit ces outils, avoir quelque chose qui permette d'accepter ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, on voit dans certains métiers des personnes qui viennent d'un pays étranger exercer leur activité en France ? Est-ce que pareil, dans l'industrie du cycle, le métier de mécanicien vélo, mécano-vélo, on a comme ça je ne sais pas si on peut dire ces plaques tournantes, mais des étrangers qui viennent exercer le métier en France et qui apportent leur savoir-faire, leur particularité ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers où ça reste quand même... par pays, j'allais dire. C'est-à-dire que demain, par exemple, quelqu'un qui est mécanicien, mécano-vélo en France, est-ce qu'il va s'adapter de la même manière ? Est-ce que ce sera les mêmes codes s'il va faire mécano en Italie, en Norvège ? Est-ce que ce sont les mêmes outils, le même savoir-faire, ou est-ce que chaque pays a son propre approche de la mécanique vélo ? Non, ils auront une approche du service qui est différente. La mécanique, c'est de la mécanique. Je veux dire, on parle d'ajustement, de dimension, c'est pour tout le monde à peu près pareil. Après, ce qui est force de constater qu'il y a des cultures où on va être dans une culture de remplacement et il y a des cultures où on va être dans une culture d'emmener un produit jusqu'au bout, quitte à le bricoler. Je parle même pas d'entretien, là, je dis vraiment quitte à le bricoler. Et donc tu as des deux extrêmes. Tu as des gens chez qui on va te réparer sans aucun stock de pièces, et puis tu as à l'extrême opposé où tu vas dire il faudra faire l'entretien du boîtier de pédalier et ça va être réceptionné par je vais changer le boîtier de pédalier. Donc
entre les deux, il y a de la place pour une expertise de dire mais là il n'y a pas besoin de changer, là on va pouvoir l'ouvrir, le regresser, etc. Et puis ça peut pas se détacher non plus d'un coût de la vie dans un pays, d'un coût de main d'œuvre. Si on a, je vais essayer d'illustrer ça avec des exemples, mais un boîtier de pédalier basique qui coûte, je sais pas, 35 € en prix public, je connais peu ou pas en France de techniciens qui va prendre la peine d'essayer d'ouvrir le roulement avec un scalpel pour mettre à nu les billes, les dégraisser complètement, les sécher, les regresser, remettre le joint. Non, il va attraper un boîtier et il va le changer. Il y a plein de pays où personne ne se permettrait de faire ça. Ils vont passer le temps, ils vont passer 1 heure et ils vont ouvrir. Bon, ici, en France, on comprend que si on passe 1 heure, on a dépassé le prix du boîtier de pédalier. Donc, voilà, il y a des choses qui sont... C'est vraiment dans le service, pas tant dans la mécanique que ça va changer. C'est aussi culturel. C'est culturel, c'est une question de niveau de vie. C'est comme ça. Et ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, dans le cadre d'une formation, pourquoi pas d'aller faire son stage ou d'aller voir. Après, tout dépend aussi des différentes situations familiales, mais d'aller, pourquoi pas, voir ce qui se passe pour donner un peu plus de profondeur à son expérience, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger dans le cadre du service, ça pourrait être très intéressant. On peut même le faire sans se déplacer grâce aux réseaux sociaux, et j'invite tout le monde à regarder. Depuis quelques mois, il y a des comptes de réparateurs vélos qui sont en Indonésie, qui moi me réjouissent parce que on est dans une vraie culture de... Enfin, il faut voir, les gens déposent leur vélo pour une révision, mais il n'y a pas un roulement qui n'est pas ouvert, quoi. Ouais, donc c'est une vraie révision, effectivement. Et on vend du temps. On ne vend pas des pièces, on vend du temps. Et le gars, il filme ça, il se met en scène, etc. C'est extrêmement bien fait. Bon, ça peut même servir de tuto pour certaines personnes. C'est chouette. Et il y a cette culture là-bas. J'essaierai de la retrouver. Je ne l'ai pas en tête tout de suite. On pourra le mettre dans l'épisode. On pourra le mettre dans l'épisode, il n'y a pas de souci. Il y en a 2-3 comme ça qui sont intéressants à suivre. Et c'est vraiment quelque chose de culturel. C'est-à-dire que... Donc ça veut dire que la personne qui vient déposer son vélo elle sait qu'elle en entretien, voilà. Il y a aussi cet esprit-là. Mais complètement, parce qu'on le voit, alors ce compte en particulier, je te le retrouve et on le mettra dans l'épisode. Le gars dépose son vélo, alors on voit que c'est plutôt des beaux vélos d'ailleurs, donc je crois que j'ai vu la dernière fois, c'était un Pinarello, un truc comme ça, donc des vélos carbone, route. Le gars il dit, mets la révision et tout va être démonté, c'est-à-dire que le gars il démonte le pédalier, le boîtier de pédalier, il ouvre les roulements, il regraisse, tout repart nickel, la chaîne est passée au bac à dégraisser à ultrasons, etc. Et c'est une vraie révision. Alors, ce que j'allais dire, il se passe quoi si ce client-là dont tu parles vient en France et le dépose? Je vais pas me faire des amis. tu me forces à dire ça. Je peux pas faire de généralité. Mais ça se passera pas comme ça. Mais non, ça se passera pas comme ça. Je l'ai pas vu. Ça va être que la chaîne. On va changer la chaîne. Je l'ai pas vu, en tout cas moi. Mais je sais que déjà des choses que moi je fais à l'atelier en standard, tu sais, moi j'ai une façon un peu particulière de travailler, c'est que les gens restent là. C'est-à-dire que je garde pas de vélo. Les gens viennent et j'ai un tarif qui est à la minute et je facture la minute que je travaille sur le vélo. La personne est là, elle voit. Et des fois, les gens me regardent et me disent, mais tu fais quoi? Je dis, là, je démonte et on me dit, mais jamais personne n'a fait ça sur mon vélo. Bon, je fais comme ça et je veux faire... Alors, je bosse vite, donc grosso modo, ça n'a pas un impact négatif, mais j'essaie j'essaie vraiment de faire le boulot comme j'aimerais qu'on le fasse pour moi. Oui, c'est une révision, un entretien. C'est pas changer des pièces pour que la personne reparte. C'est vérifier. On ne vérifie pas. Après, je suis peut-être moins doué que la moyenne, mais moi, je ne sais pas évaluer juste en tournant le guidon et sans rien ouvrir si la graisse est complètement... Alors, sauf si c'est un cas extrême et que ça ne tourne plus, voilà. Mais sinon, j'ai besoin d'ouvrir pour regarder l'état. Et puis, en fait, ça ne met pas tant de temps que ça et ça permet de repartir propre avec la graisse qui a aussi une durée de vie avec les changements de température, etc. Donc trop souvent par contre, moi j'ai constaté des choses inverses où on facture des révisions, donc ça veut tout dire et rien dire, d'accord. Il devrait peut-être y avoir tu as raison, c'est des révisions et non pas des entretiens. Donc, c'est différent. Mais je pense qu'on peut professionnaliser ça aussi, c'est-à-dire peut-être se mettre à un taux horaire qui se rapproche de la mécanique auto, mais en professionnalisant, en mettant les points de contrôle. Le point de contrôle, c'est vérifier la graisse dans le boîtier de pédalier ou dans le jeu de direction, c'est pas juste le faire tourner et voir si ça tourne, ça va tourner. Mais voilà. Donc trop de fois, je récupère des vélos où on n'a pas l'impression qu'ils ont subi de grosses vérifications en dehors de voir si ça freinait. Ce qui est déjà bien, tu me diras, mais voilà. Après, tout dépend de la facturation qui est mise en face, quoi. Mais on a des choses à... C'est pas une question de mécanique et de niveau de mécanique, c'est une question de qualité de service. J'insiste, service... Si demain vous voulez vous lancer dans le vélo, parce qu'on a parlé au début de repositionnement professionnel,
c'est le moyen de vous démarquer, le moyen d'avoir des clients sur la longue durée, etc. C'est de bien faire son boulot, c'est le service. Et Dieu sait que on avait cette culture en France et qu'elle disparaît un petit peu, pas que dans le vélo. Donc j'encourage tout le monde ça doit faire partie de sa formation aussi, ça, finalement. Exactement. Voilà. Je voulais t'emmener sur la conclusion de cet épisode, mais tu m'as précédé. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ces points-là ou pas ? C'est au-delà service, de l'aspect humain, la passion du métier. Ouais, de l'aspect humain et de cette aventure. Que vous passiez par une formation ou que vous passiez en autodidacte, c'est toujours se remettre en question. Même si vous sortez d'un CQP, au bout de 6 mois, vous savez pas tout. Et vous aurez toujours un vélo avec un standard bizarre ou un vélo avec quelque chose que vous n'aviez pas imaginé, mais que quelqu'un a fait parce qu'il a pensé qu'il avait trouvé une solution. Voilà. Donc, toujours un peu d'humilité sur comment on apprécie le truc. On est sur des véhicules, il y a aussi des relations passionnelles, des gens qui vous amènent des vélos où vous savez que le vélo en valeur monétaire vaut rien, mais pour la personne c'est tout, et donc on doit l'aborder aussi de manière différente. On doit prévenir la personne que peut-être, moi il m'arrive d'avoir des vélos où pour le remettre à rouler, ça coûterait moins cher d'acheter un nouveau vélo. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais on explique, on dit il y a tant de pièces, c'est 3 fois le prix du vélo, mais on va pouvoir le faire rouler et ça restera ce vélo là. Et donc ça s'explique. Il faut être curieux, il faut avoir envie. C'est pour ceux qui veulent faire de l'hypertech, ils peuvent trouver des vélos hyper techniques. Dieu sait que ça se complique en ce moment. Donc ceux qui aiment bien passer des câbles et des gaines dans des trous de souris, travailler des matériaux high-tech, il y a ce qu'il faut. Après, c'est aussi la clientèle, le lieu où on s'installe qui va. Il y a des gens qui ont envie de faire des montages à la carte incroyables et qui se retrouvent dans un centre urbain et ils feront que de la mécanique de vélo de ville, ça arrive, c'est comme ça. Donc l'emplacement, c'est du commerce, l'emplacement c'est toujours important. Voilà. Bon, en tout cas, humilité, curiosité, une bonne connaissance des différentes marques, des différents modèles également, mais ça c'est aussi l'expérience, sont des atouts importants pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Un grand merci à toi JP pour cet épisode et puis à très bientôt. Merci Arnaud, à très bientôt.